Salut les dinos, il y a un truc dont je voulais vous parler depuis des années. Et avec l'arrivée du nouveau format Plan B, je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais. Ça fait très longtemps que j'ai envie de parler de série B, de nanar, de cinéma d'exploitation, mais je ne trouvais pas le médium pour y arriver. J'ai d'abord pensé à un bouquin, des tas de choses comme ça, et finalement j'en suis arrivé à me dire que si je faisais des vidéos, pourquoi pas en parler en vidéo. Du coup aujourd'hui en fait, je vais un peu vous parler de ce que c'est une série B, un nanar, et un peu de tout le vocabulaire qui tourne autour de ce genre de film. On va commencer par s'attaquer à la série B, parce que le nanar fait partie de ce genre, on pourrait même dire que ça en est un sous-genre. Donc du coup, la définition s'applique pas mal aux deux, avec toutefois quelques particularités. Qu'est-ce qui définit un film de série B? En fait, bien souvent, ce sont des films qui ont un petit budget. Et bien souvent, il s'attaque au sous-genre du cinéma. Il peut avoir n'importe quel type, ça peut être un film policier, un thriller, tout ce qu'on veut, mais bien souvent, il s'attaque à ce qui est considéré en tous les cas comme les sous-genres du cinéma, comme l'horreur, le fantastique, ou même l'érotisme. D'ailleurs, il n'est même pas rare qu'un film de série B, ou même un nanar, compile plusieurs styles. On pourrait par exemple avoir un western de samouraï, un film érotique avec des zombies, ou à peu près tout ce que vous pouvez imaginer. C'est grâce à ce qu'on appelle des double ou des triple features en Amérique que l'on va avoir ce genre de films qui se mixent. En fait, les double ou triple features, c'était des films de série B qui étaient projetés les uns après les autres, donc par deux ou par trois. Et c'est pour ça que de temps en temps, on pouvait avoir un film de samouraï suivi d'un film policier, suivi d'un film érotique. Ce qui fait qu'en fait, dans l'inconscient de ces personnes qui ont regardé ces films, et bien forcément des réalisateurs qui ont réalisé d'autres films plus tard, qui se sont dit, tiens, si je faisais un film avec des stripteaseuses et des zombies. Ça a donné Zombie Stripper. Les films de série B sont aussi appelés cinéma d'exploitation. Parce que comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est des films qui sont relativement fauchés, il n'y a pas beaucoup de thunes et c'est fait avec les moyens du bord. Ce qui fait qu'en fait, ces cinéastes ne dépendaient pas des grands majors de l'époque, ou même toujours ceux de maintenant, et pouvaient se permettre énormément de choses que des films à gros budget n'auraient pas pu se permettre, étant donné qu'ils avaient un cahier des charges et aussi une censure beaucoup plus importante et plus stricte. Cependant, malgré le fait que ces films aient énormément de liberté, il fallait quand même qu'ils exploitent, c'est-à-dire que c'était des films avec peu de thunes, mais il fallait qu'ils en rapportent plus que ce qu'ils n'en avaient coûté. Il fallait donc exploiter les envies des spectateurs. Il fallait donc un cahier des charges pas trop strict, mais avec certaines nécessités. Par exemple, je m'explique, si le film s'appelait Le monstre triangulaire mangeur de pigeons, il fallait que dans le film vous ayez un monstre qui soit triangulaire et qui mange des pigeons. Le titre était déjà annonciateur du contenu du film. Autre chose pour susciter l'intérêt forcément du spectateur en dehors d'une affiche, c'était les bandes annonces. Il fallait que ça vous vende ce que vous aviez envie de voir. De la violence, du sang, du sexe, mais il fallait que ce soit accrocheur et que ça vous donne envie d'aller au cinéma pour vous taper 2 à 3 films d'affilée en fait finalement. Évidemment, les majors vont se rendre compte du potentiel de ce genre de film parce que finalement ils attirent quand même pas mal de monde dans les salles et ils vont vouloir en produire. Le souci c'est qu'en fait ils vont produire des films portant souvent le même titre, du genre par exemple pour donner un exemple, c'est comme s'ils faisaient des films Tom et Jerry, ça s'appelait Tom et Jerry et le méchant chat, Tom et Jerry en voyage en Amérique. Et le truc en fait c'est que ces films sont souvent pas terribles, ils reprennent les mêmes thèmes, les mêmes acteurs. C'est-à-dire que Tom et Jerry, vous auriez eu Tom et Jerry dans tous les films, vous auriez eu, comme par exemple Bud and Spencer, il y avait Bud Spencer dans tous les films, voilà. Et en fait, ils n'ont pas trop compris le truc parce que forcément, c'est des majors, donc il faut que que ça fasse de la thune. Donc c'était des films qui avaient déjà un peu plus de budget et au final qui n'étaient pas très bons et qui avaient un cahier des charges. Déjà, c'était un truc qui coupait toute la liberté d'expression du réalisateur. Et forcément qu'il y avait une censure fort stricte, vu qu'il fallait que ça passe à des heures où tout le monde pouvait aller au cinéma. Ce qui en fait casse tout l'intérêt d'une série B. Une série B, c'est un film justement où on peut être créatif, créer des choses. Parce que quand tu donnes 5 millions de dollars pour faire un film, tu t'attends à ce que ça respecte ton idée, un cahier des charges important et imposant, et que ça rapporte de la thune. Si tu donnes 30 000 dollars pour faire un film, tu te dis si je perds mes 30 000 dollars,
ça m'emmerde, mais c'est un peu moins grave. Donc du coup, tu lâches du lest et tu laisses le mec faire un petit peu plus ce qu'il a envie, ce qui permet d'exploiter des pistes et de créer des idées nouvelles. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on croit, la série B a quand même ses grands noms. Des types comme par exemple Lloyd Kaufman qui a créé Troma. C'est une boîte qui permet de faire des films un peu what the fuck, complètement loufoques et qui se laisse totale liberté. Et il y a aussi Roger Corman qui a réalisé pas mal de films, mais qui en a produit des milliers et des milliers. Et c'est pas une blague, il en a réellement produit des tonnes et des tonnes. Et un type comme Roger Corman a quand même eu dans son écurie des stars et des réalisateurs qui sont à présent connus, et il a lancé certaines personnes. Je veux dire, par exemple, un des premiers films de Roger Corman, c'est quand même La Petite Boutique des Horreurs, qui a lancé la carrière de Jack Nicholson. Il a eu des mecs comme Stallone dans Course à la mort, et aussi David Carradine. C'est quand même pas rien. Un avantage aussi de ce genre de film, c'est que comme ils sont un peu plus libres, qu'ils peuvent se permettre plus de choses, ils peuvent aussi faire passer différents messages. Là où un film de Majors faisait passer un message d'amour, etc., un film de série B pouvait justement faire passer un message de révolte, un message politique, d'anarchie, un peu... Ils étaient beaucoup plus libres, et c'était pas seulement au niveau créatif, c'était aussi au niveau de ce qu'ils voulaient faire passer dans leurs films. Un exemple très simple, dans la fin des années 60, le rock commençait à émerger. Et forcément, 70, 80, le rock a connu un boom assez important avec des groupes comme Black Sabbath, Pink Floyd, etc. C'est arrivé petit à petit pour en faire ce qu'on connaît maintenant. Et en fait, la série B a énormément joué dans l'émergence du rock dans les années 60, 70, 80, etc. Justement en l'utilisant. Et en utilisant des thèmes un peu rock'n'roll comme ça. Et ce fait de pouvoir... pour les jeunes, par exemple, de pouvoir aller au cinéma, de regarder un film où il y a de la grosse guitare, où c'est une musique violente, je vais dire, mais qui rythme bien les scènes d'action, qui rythme bien toute l'intrigue du film, finalement, ça a donné aux gens d'aller au cinéma, ça a donné aux gens l'envie de regarder des films comme ça, d'écouter du rock, et du coup, en fait, peut-être que quelque part, si le rock est aussi connu mondialement et historiquement, c'est peut-être... On le doit peut-être aux séries B finalement. La série B a eu vraiment énormément de succès, en tous les cas de manière un peu plus grand public, je vais dire, dans les années 80 et 90. Par exemple, des films comme Mad Max, voilà, à la base c'est une série B. Le truc c'est que maintenant on utilise ce terme de manière un peu négative, un peu péjorative. Genre, il y a un film qui est pas terrible, qui sort au cinéma, on va dire bof, c'est une série B quoi. Prenons par exemple des films vraiment nazes comme Annabelle. On taxe ça de série B alors qu'au final c'en est pas une du tout. C'est un film qui a eu un budget de plusieurs millions de dollars, qui est produit par Blumhouse, et ça n'est absolument pas une série B. On s'éloigne totalement du principe même de la série B. Et d'ailleurs, vous dire l'influence que ça a eu, des trucs comme Blumhouse maintenant vous torchent des centaines de films à la suite, des trucs qui sont pas forcément toujours bons, pour faire un peu comme les séries B. Et le truc c'est que à l'époque actuelle, quand une série B sort et qu'elle a un peu de succès, on va plutôt taxer ça de film indépendant ou film de genre pour donner un côté un peu plus joli, un peu prout-prout, et pas dire c'est une série B parce que justement la connotation négative est là. Beaucoup de pseudo-cinéphiles vous diront que la série B et le nanar n'ont jamais rien apporté de bon au cinéma, ce qui est complètement faux. Quand on y pense, des mecs comme James Gunn, le gars qui a réalisé Les Gardiens de la Galaxie, il a quand même réalisé son premier film, c'était une co-réalisation Troma, c'est Roméo et Juliette. Et des gars comme Peter Jackson, qui ont fait Le Seigneur des Anneaux et la trilogie du Hobbit, que tout le monde dit « Oh, c'est un grand réalisateur », très peu de personnes savent qu'il a quand même commencé avec des films de série B. Limite, très limite. Son premier film, c'est un film avec des extraterrestres complètement barrés. Son deuxième film, Bad Taste, c'est un truc de zombie, mais c'est hyper violent, complètement what the fuck, avec un humour noir complètement débridé. Il a fait une parodie des Muppets qui s'appelle Meet the Feebles, qui lui aussi, mais... je veux dire, c'est les Muppets avec du sexe, du sang et du gore. C'est complètement dingue. Et maintenant, en fait, on a tendance à dire que bon, fou, la série B c'est de la merde. Mais non, si on n'avait pas eu la série B, on n'aurait pas des mecs comme ça. Pour rester dans le genre de l'horreur, vous voyez, je vais en revenir à Blumhouse.
c'est que maintenant, en fait, on essaie de faire des films un peu série B, comme ça. Et le truc, c'est que, en fait, pour faire série B, bah, on a l'impression qu'il faut en mettre un max. Je trouve que ces films n'ont plus aucune saveur, parce qu'au lieu de vous mettre dans une ambiance, de vous faire peur, ou tout simplement d'être gore et assumé, bah, le seul truc que ça va faire bouh toutes les 2 minutes, hein, et puis alors on va utiliser un code, oh mon dieu, un chat noir qui passe, en fait, hahaha, c'était rigolo. Mais c'est des films à jump scares, c'est rien d'autre que ça. Bien souvent, soit le scénario n'existe pas, soit c'est du repompé de trucs qui existent déjà, ou ils prennent une histoire vraie qui s'est réellement passée quelque part, et ils en font un petit truc complètement aseptisé, avec 3 tonnes d'effets spéciaux, et ça rate le coche complètement. Et c'est ça aussi le problème avec les séries B des majors, c'est qu'en fait c'est tout le temps la même chose. Même si je les ai relativement appréciés, les Conjuring, bah, c'est plutôt convenu, même si vous asservent là, ça et là, des petits trucs un peu sympas. Les Annabelle, je vais me faire engueuler, mais c'est de la merde, sérieusement, le premier, ça n'a aucun sens, etc. C'est aseptisé, c'est fort toujours la même chose. Alors que finalement, vous refilez 30-40 000 $ à certains mecs, et ils vous pondent, ils vous pondent Evil Dead, ils vous pondent Massacre à la tronçonneuse, ou dans des films plus récents, ils vous pondent des trucs que vous imagineriez même pas, parce que justement c'est des trucs super imaginatifs, mais comme c'est un peu fauché, on considère que c'est pas bon. Ou en tous les cas, les cinéphiles considèrent que c'est pas bon. Et vous voyez, je vais vous citer des titres de films qui sont devenus cultes avec le temps, mais qui à la base sont rien d'autre que des séries B. Evil Dead, c'est hyper connu, mais c'est une série B. Et vous dire à quel point la série B influence le cinéma actuel, combien de films, maintenant, ont été faits avec des histoires de démons dans les bois, de cabanes perdues au milieu des bois. Rien que de dire cabin fever, voilà. C'est pas un démon, c'est une maladie, mais ça revient au même. C'est des gens paumés au milieu des bois et il se passe quelque chose de gore, d'effrayant, d'horreur. Cabin Fever reste quand même un bon film, mais voilà, ça, on reviendra dessus. Massacre à la tronçonneuse, c'est une série B. Le Retour des morts vivants, pareil. C'est tous des films qui sortaient dans des petites salles comme ça. On appelait ça les cinémas de quartier, les cinémas Grindhouse, voilà. C'est ça Grindhouse. C'est ces films qui sortaient, il y avait 2 films, et puis entre les deux, vous tapez plein de bandes annonces pour donner envie d'aller voir le film suivant, etc., les jours après. Voilà, c'est un peu ce principe, les petits cinémas de quartier, et en fait, c'était beaucoup moins maintenant, mais à l'époque, c'était très fort, un cinéma de niche. C'était vraiment les gens qui aimaient ça, qui allaient le voir. En parlant de ça, je suis en train de dire série B, mais d'où vient le nom série B ? En fait, c'était dans les années 70-80, dans les cinémas, mais là, les cinémas un peu plus grands, pendant toute la journée, forcément, comme dans les cinémas actuels, on vous passait des films de major, des films qu'on appelait de série A ou triple A. Bien souvent, voilà, j'utilise le terme, mais je les utilise plus pour vous montrer à quel point j'ai adoré le film que de manière objective sur sa qualité. Mais du coup, ces cinémas se disaient, il y a peut-être quelque chose à exploiter derrière, et en fait, après minuit, donc après la fermeture des grands films, on passait ces films qu'on appelait des Midnight Movies, donc des films de série B, des trucs un peu bizarres et étranges qui attiraient un certain public, et ça s'appelait des séries B parce que justement, c'était des films un peu moins bons que les majors, les films de série A, d'où cette appellation. D'ailleurs, je crois que vous en avez déjà entendu parler, il y a les séries A, les séries B, mais il y a aussi les séries Z, qu'on associe plutôt aux nanars. C'est des films, voilà, qui sont pas super bien. Donc si on a les séries A, les séries B là, les Z, on passe même pas par C, D, E, F, G, hein, on passe direct de B à Z. Du coup là vous êtes en train de vous dire, mais mon gars, au début de la vidéo, t'as dit que t'allais nous parler de série B et de nanar, et tu fais que cracher sur la série B. Je vais venir justement en nanar, parce que parler de la série B, c'était introduire quelque part le nanar, parce que le nanar, c'est le petit frère gogol de la série B. Le nanar, c'est vraiment la même définition qu'une série B. C'est des films à budget très limité, mais encore plus limité que la série B. Ils étaient littéralement faits avec les moyens du bord.
bien souvent le type filmait dans des endroits qu'il connaissait, dans sa maison. On pourrait considérer finalement que mes vidéos, quelque part, c'est des nanars, parce que c'est vraiment fait avec les moyens du bord. Et c'était encore plus fauché. Et le truc, c'est que bien souvent, ce manque d'infrastructure et d'argent faisait que on se retrouvait avec des mecs qui n'avaient pas beaucoup de talent, des acteurs qui n'en avaient pas non plus, qui étaient hyper débutants ou hyper mauvais. Et ça donne souvent des films qui sont pas géniaux, mais qui ont quand même leur qualité. D'ailleurs, pour vous rendre compte à quel point les budgets étaient limités, c'est que bien souvent, ces films étaient faits avec le peu d'argent qu'ils avaient, et ça servait à louer les caméras, et puis c'était à peu près tout, à louer le matos en fait. Les réalisateurs ne se payaient pas, les acteurs n'étaient pas payés, ou alors pas grand chose, et finalement, la plupart du temps, on leur disait écoute, viens tourner dans mon film, je te ferai une petite bouffe après, je t'offre une bière quoi. C'était à peu près comme ça que ça fonctionnait. Et le truc, l'idée c'était encore d'aller plus loin que la série B, parce que finalement c'était un film qui était fait avec peut-être 1000 dollars et qui devait essayer d'en engranger beaucoup plus. Le truc c'est que comme souvent ces films n'étaient pas terribles, ça faisait soit un flop, soit ça attirait quelques spectateurs, mais jamais rien de fou quoi. Et du coup vous dites c'est quoi l'intérêt de regarder un nanar? Comme Claude Lelouch le disait, c'est que le pire n'est jamais décevant. Et je vais vous expliquer pourquoi, c'est très simple, ça tient en 3 petits points. Déjà, premièrement, ce sont des films, encore une fois, qui sont faits avec les moyens du bord, etc., mais qui sont faits avec les meilleures intentions possibles. Le réalisateur fait avec les moyens qu'il a, avec ce qu'il a, et le truc c'est qu'il y met quand même tout son cœur. C'est pas des films qui sont faits pour engranger masse thunes, c'est des films qui sont faits, un peu comme moi je fais mes vidéos, avec le plaisir de vouloir partager quelque chose. Et alors, le truc, c'est ça aussi qui me dérange fort à présent avec des films comme par exemple Sharknado ou Megapython versus Gatoroid. Même si ça reste très marrant, on les regarde et on nous vend ça comme étant des nanars. Or, non, pas du tout. Premièrement, oui, ok, les effets spéciaux sont dégueulasses, les acteurs jouent comme des culs, etc. Mais c'est des films qui ont déjà vachement plus de budget qu'un véritable nanar et qui n'ont pas justement cet aspect bon enfant, ce désir de juste faire quelque chose, de le faire avec plaisir et de vouloir faire plaisir aux spectateurs. Et un truc qui est assez génial aussi dans le nanar, c'est que ce qui fait que c'est un nanar, c'est pas toujours forcément le manque de talent du réalisateur, etc. Des fois ça peut être pas trop mal filmé, pas trop mal joué, mais voilà, ce sont des facteurs. Et un facteur aussi qui peut rendre un film encore pire que ce qu'il ne peut l'être à la base, c'est le doublage francophone. Il y a des films où le doublage francophone gâche tout. Je pense par exemple à des bons films, réellement, des films hongkongais ou des trucs comme ça, par exemple des films de Tsui Hark, j'en ai un ou deux en DVD ici, en fait ne les regardez pas en français, le doublage est tellement apocalyptique, je vais le dire comme ça, que ça rend le film mauvais, alors que si vous le passez en chinois, vous regardez pas le même film, mais vraiment pas du tout. Et bien souvent, voilà, sur un nanar, c'est ça aussi qui jouait, c'était ce doublage francophone qui rendait vraiment pas hommage au film, encore plus que ce que le film ne se rendait pas hommage à lui-même en fait. Le deuxième facteur, c'est le facteur erreur, c'est comme ça que je l'appelle, c'est que on apprend de ses erreurs. On peut très bien commencer par faire des petits films un peu nazes, etc., des films estudiantins, ce genre de choses, et puis après évoluer parce qu'on se dit ah oui ok j'ai fait ce film là, c'était pas terrible, ça n'allait pas, ça n'allait pas, donc pour le prochain je vais faire attention à ces points là. Prenons par exemple le réalisateur de The Headhunter, Jordan Downey, il a quand même commencé en faisant 2 films, bon là c'est plus des séries B que des nanars et encore la limite est franchement fine, mais il a quand même commencé avec 2 films qui parlent d'une date de Thanksgiving qui tue des gens. Je veux dire, à un moment, faut rester réaliste. Le gars, il a fait 2 trucs comme ça, complètement what the fuck. Bon, c'est fait exprès, évidemment, c'est un film qui se veut être marrant, mais c'est quand même de la série B, limite nanar. Et puis, il vous tape The Headhunter, qui, à mes yeux, est quand même un super bon film. Une série B, pas beaucoup de moyens, pas d'acteurs, finalement, quasiment pas, mais qui tire son épingle du jeu. Et c'est aussi un facteur très important de la série B du nanar, c'est que, voilà, il a fait des films pas terribles, il a appris à utiliser une caméra, à diriger des acteurs, une équipe, des lumières, des monteurs, etc., pour, après, vous sortir un truc qui vaut vraiment la peine d'être vu.
Et le troisième poids, et à mes yeux, c'est peut-être même le plus important des trois poids que je vous aurais cités, c'est ce côté un peu fédérateur. C'est-à-dire qu'un nanar, c'est un film pas très bon, on le sait, mais certains ont leur statut culte, comme par exemple Troll 2 de Claudio Fragasso, qui est, franchement, bon, c'est vraiment pas terrible, etc. Mais le truc, c'est qu'un nanar, ça réunit les gens. Ça les réunit dans les salles, ça les réunit dans les maisons. Je veux dire, c'est qu'un nanar, on peut en rire, on peut s'en moquer, on peut même s'énerver, s'inquiéter de la santé mentale du réalisateur, beaucoup de choses, mais on peut le faire ensemble. C'est-à-dire qu'on peut inviter ses potes, se faire un plat de pâtes bolo, prendre 2-3 bières, et regarder ce truc et passer un bon moment finalement. Donc du coup, on peut passer un bon moment avec quelque chose de mauvais. Et on peut du coup se poser la question de est-ce que c'est réellement mauvais si on arrive quand même à l'apprécier. Vous voyez, et c'est ça un peu le pouvoir du nanar aussi, c'est ce côté fédérateur, ce côté qui rassemble, et pour moi c'est vraiment quelque chose de génial et de très important dans ce style de cinéma. Pour terminer, je dirais que s'il n'y avait pas eu de nanar et de série B, il y a beaucoup de choses actuelles au niveau du cinéma qui n'existeraient peut-être pas. C'est tout un pan de notre culture cinématographique, et aussi, pour certaines personnes, c'est carrément la pierre angulaire de leur culture et de leur façon de faire. S'il n'y avait pas eu des mauvais films, il n'y aurait pas de bons films, parce que premièrement, on ne pourrait pas comparer. Si tout était bon, tout serait bon, mais on ne s'en rendrait pas vraiment compte, parce que qu'est-ce qui serait meilleur que l'autre? Non. Donc avoir des mauvais films, ça permet de comparer, d'avoir un point de comparaison, mais ça permet aussi de se dire, bah oui, ok, ce réalisateur-là, il a fait ça, moi j'ai pas aimé, pourquoi j'ai pas aimé? Bah ok, je reproduirai pas ça dans mon film. Donc vous voyez, ce genre de cinéma, ou même d'inspirer, encore une fois, comme je vous le dis, Evil Dead, Cabin Fever, voilà. Donc ce genre de cinéma a vraiment des vertus. Et des vertus qu'on ne soupçonne pas. C'est parce que c'est souvent allié aux films d'horreur, aux films fantastiques, science-fiction, etc. qu'on dit ouais, ok, bon voilà. Mais je veux dire, il y a des séries B d'action, il y a des séries B des thrillers, de tout ce qu'on veut, des séries B d'amour, je suis presque sûr que ça existe. Enfin, je veux dire, la série B est aussi vaste que l'est le cinéma. Et finalement, c'est quelque chose de super génial. Et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas cracher sur la série B ou sur le nanar, parce que c'est quelque chose qui est très beau finalement. Ça rassemble les gens autour d'un truc, ça a permis à certaines choses d'émerger, à d'autres d'être enterrées. Donc voilà, je pense que pour moi la série B et le nanar sont essentiels à l'existence du cinéma actuel. Voilà mes dinos, la vidéo est terminée. J'espère que vous aurez apprécié, que vous aurez appris un peu des choses. J'ai peut-être oublié certains trucs, on en reparlera sans doute plus tard. J'attends vos commentaires avec beaucoup d'impatience, voir un peu si vous avez appris des choses, si ça vous a donné peut-être envie de regarder une série B, un nanar, que sais-je. Et surtout, j'espère que vous vous serez bien amusé, C'est vrai que pour une fois, c'est une vidéo peut-être un petit peu plus sérieuse, où je vous dis des trucs de manière un peu plus, voilà. Mais ça me tenait très à cœur depuis très longtemps de partager ma passion. Finalement, ma passion pour ce genre de cinéma, et du coup j'espère que quelque part je vous aurai donné envie de la partager, et forcément je compte sur vos commentaires, la clochette, le like, l'abonnement. Vous connaissez l'histoire, je vous la fais pas, voilà. Et alors j'espère aussi que cette vidéo sera sortie avant le premier plan B, parce que sinon voilà. Ce serait un peu con. Bon, du coup, je vous dis à la prochaine fois pour le plan B numéro 1 ou pour le plan B numéro 2. Dans tous les cas, le deuxième est déjà en construction et le premier arrivera bientôt. Ciao!